Changing code. Changer les codes. Disrupter. On entend tellement ces formules qu'on a l'impression qu'il s'agit de formules magiques et du code de la Startup Nation. Mais arrêtons-nous 2 instants sur ces mots. Changer les codes. Remettre en question l'ordre établi. Finalement, cette formule est révolutionnaire. Mais qui suis-je pour vous parler de révolution, pour vous parler de vos codes à changer? Vous vous dites, peut-être que je suis une entrepreneuse qui vient présenter un produit innovant. Ou alors, je suis une militante écologiste qui vient remettre en cause l'ordre, la structure du capitalisme. Ou alors, finalement, je pourrais énoncer énormément de profils, puisqu'en fonction des codes que vous avez en tête, vous avez aussi une image, un fantasme de la personne qui peut remettre en question ces codes. Je suis psy et professeur de français. Quoi de moins révolutionnaire qu'un professeur de français? Généralement, quand vous pensez prof, vous pensez ça. Ou ça. Parfois, ça. Et dans le meilleur des cas, ça. Peut-être le plus révolutionnaire de tous. Pourtant, je maintiens ce que je vous ai dit au départ, le professeur de français est en premier plan lorsqu'il s'agit de révolution. Attendez, pas du tout comme ça, ni comme ça. Rien de magique ou d'illégal dans ce que je vais vous dire. Je vais vous parler de votre rapport à la langue. Puisque le professeur de français que je suis n'est pas un professeur de dictionnaire. Effectivement, ce serait être dans la transmission uniquement si j'étais simplement dans la perpétuation des règles de grammaire, le même code en commun. Donc oui, je transmets ce code. Mais le transmettre, c'est aussi permettre de le modifier. De la même manière qu'un professeur de musique transmet par le solfège, par l'apprentissage de certaines règles, des codes rigides, mais c'est aussi le professeur de musique qui va vous permettre de vous en libérer et de faire des bœufs par la suite. Être un professeur de français, donner ses points de repère, c'est permettre par la suite de faire danser la langue. Et c'est de cela dont il va être question. Mais vous allez me dire, même faire danser la langue, en quoi est-ce révolutionnaire? Toujours un argument d'autorité à ce moment-là. Je vais dégainer Camus et cette fameuse formule « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Je pourrais rester blottie sous l'aile de Camus ou continuer en faisant ma propre démonstration, et c'est ce que je vais vous faire. Puisqu'on va partir des exemples que vous pouvez avoir en tête. Lorsque vous feuilletez le dictionnaire, lorsque vous regardez les mots nouveaux, vous pouvez faire le panorama de votre époque. Regardez en 2021 et en 2020 les mots qui sont arrivés dans le dictionnaire, ou en 2019. Je vais m'arrêter sur 2 mots seulement et vous allez comprendre. Le mot féminicide et le mot antispécisme. Lorsque Émeric Caron intitule son livre « Antispécisme », peu de personnes savent ce que signifie ce mot, excepté les militants véganes ou les personnes qui s'intéressaient à l'écologie. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, non seulement ce mot est utilisé par des non-spécialistes dans des émissions de débat, mais en plus, il s'est démocratisé et il est dans le dictionnaire. Autrement dit, on peut observer la progression d'une idée en observant la progression des mots dans le débat public et leur vulgarisation, leur démocratisation. Des mots apparaissent, des mots disparaissent également, ou plutôt notre rapport à certaines expressions. Je vais donner l'exemple et c'est là que nous allons parler de féminicide, des unes de journaux. Pendant longtemps, lorsqu'on parlait de meurtre, on pouvait lire « Crime passionnel, il tue sa femme par amour » ou encore « Il se suicide avec ses enfants ». Aujourd'hui, et à juste titre, ces titres font réagir sur Twitter, par exemple. Pourquoi? Le site Les mots tuent a recensé toutes ces formules en dénonçant ce qu'on pourrait appeler une forme de romantisation du meurtre. Lorsqu'on dit « il tue sa femme par amour », il y a un côté un petit peu romantique, plutôt que « il la tue », il l'assassine. Lorsqu'on dit il se tue avec ses enfants,
on n'entend pas la même chose que si je vous dis « il tue ses enfants, puis il se suicide ». Lorsqu'il se suicide avec ses enfants, on a l'impression que ses enfants ne sont pas des sujets. Ils sont simplement le prolongement de lui-même, et le meurtre n'est pas complètement un meurtre. Vous allez me dire, tout ça est très lointain, on ne va pas faire attention à tous les mots. Si vous voulez, mais d'autres font attention aux mots pour vous. Je vais vous donner l'exemple, un exemple très connu, celui d'Édouard Bernays. Vous le connaissez avec le documentaire Propaganda, où on voit comment Édouard Bernays, le neveu de Freud, pour faire fumer les femmes, parce que c'était ça, la part de marché, les femmes ne fumaient pas dans la rue, c'était pas bien vu, Édouard Bernays va réfléchir aux mots et va changer l'opinion publique grâce à des mots. Et grâce à des photos aussi, mais surtout une formule. À la place de parler de cigarettes, il va parler des torches de la liberté. Et les journaux vont reprendre cette périphrase, les torches de la liberté. Imaginez, on n'est plus en train de fumer, on est en train d'exprimer sa liberté absolue. On est en train d'être des sujets libres. Et ainsi, il a réussi à faire fumer les femmes. Vous allez me dire, mais c'est lointain, maintenant c'est plus la propagande. Oui, lui-même a renommé, on ne parle plus de propagande, on parle de relations, les relations publiques. Mais pourtant, toutes les publicités utilisent cela. Regardez récemment, vous vous promenez dans le métro ou ailleurs, ou vous vous promenez dans la rue et vous voyez ces énormes affiches qui font de la pub pour le pari sportif. Et le but, on voit bien qui est la cible. La cible, les jeunes hommes urbains, en utilisant le langage, un langage de rue, un langage de quartier, pour faire fumer les femmes ou pour faire jouer les jeunes, on utilise leur code. Donc, nous voilà, nous, individus, face à nos mots, à ces mots qu'on pensait dans l'air, et on se rend compte que des communicants ou des politiques vont les utiliser. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous arrêter et de réfléchir avant de mettre un mot dans votre bouche. Je prends l'exemple du mot qui me désigne. Très souvent, pour me désigner, on va dire une enfant issue de l'immigration. Enfant issu de l'immigration. Je n'ai pas un père ou une mère, je suis issue de l'immigration. Je suis un phénomène sociologique, un phénomène historique. Bon, pourquoi pas? Mais aux États-Unis, on ne dit pas enfant issu de l'immigration. On dit première génération d'Américains. Première génération d'Américains. Vous voyez comment une formulation change la perspective? Première génération d'Américains, issus de l'immigration. De quel côté se tourne notre regard? Pour finir, cette première partie où on se demande pourquoi s'arrêter sur les mots et l'effet que ça produit, est-ce que mon objectif, c'est de vous dire qu'il faut une police du lexique, une police de la parole? Vous dites, attendez monsieur, non, non, ne parlez pas comme ça. Pas du tout. Pour moi, c'est un peu comme manger un fruit. Parce qu'on parle de déconstruction, mais déconstruction, c'est un peu compliqué. Parlons du fruit. Lorsqu'on mange un fruit et qu'on veut le mettre dans sa bouche, on peut l'observer, le sentir, je ne sais pas si vous faites ça, moi je sens parfois, et ensuite l'incorporer, parce qu'il va devenir une partie de nous. De la même manière, lorsqu'on entend ces mots, lorsqu'on dit tips à la place de dire astuce, lorsqu'on dit incivilité, lorsqu'on observe quelque chose qui ressemble à de la délinquance, on peut se poser des questions. Tiens, incivilité, vivre ensemble, tips, tous ces mots ne vont pas de soi. Les choisir, c'est faire un choix. Donc, les communicants et les politiques l'ont très bien compris. Ils l'ont compris à tel point que maintenant, on utilise les éléments de langage et tout ce qu'on pourrait appeler la fausse monnaie des mots. Un peu le Canada Dry. Ça a la couleur de ce que vous voulez entendre, mais ce n'est pas du tout ce que vous voulez entendre. On a parlé de greenwashing maintenant, c'est l'utilisation des mots de l'écologie, mais finalement pour faire totalement l'inverse derrière. Donc lorsque je vous demande de vous arrêter sur les mots, c'est aussi non simplement avant de les incorporer, mais aussi pour voir est-ce qu'il ne s'agit pas de fausse monnaie. Donc, on s'arrête, on réfléchit avant de croquer les mots. Et parfois, c'est le deuxième point, on a une indigestion de mots. Ces mots ne me conviennent pas, comment faire? D'un point de vue politique, Aimé Césaire n'aimait pas, rejetait totalement l'insulte qu'était le mot nègre. Mais tel un boomerang, il en a fait la négritude. C'est-à-dire que changer le code, c'est parfois prendre des mots de ce code qu'on aurait pu rejeter et l'inverser. On appelle ça l'inversion du stigmate.
On le fait tous. On peut le faire avec les mots qui nous ont blessés, les mots qui nous ont tués dans notre enfance, par exemple. Une jeune youtubeuse comme Gaëlle Prudencio, qui était traitée de grosse lorsqu'elle était petite, raconte comment la réconciliation avec son corps est passée par la réconciliation avec les mots. Le jour où elle a réussi à dire « grosse et jolie », et non pas « jolie mais grosse ». Le jour où elle a réussi à comprendre que le mot « grosse » pouvait être un beau mot pour elle. Au-delà des mots, les mots portent une histoire, les mots portent des connotations, les mots portent aussi socialement quelque chose. Annie Ernaux, dans La Place, a voulu rendre hommage à une langue, à la langue de ses parents. Ses parents parlaient français, elle est française, mais la langue de ses parents, parents prolétaires, parents qui étaient d'un milieu modeste, des taiseux, des personnes qui n'avaient pas de droit de citer en littérature, elle a voulu que ces personnes-là existent dans ses œuvres. Et elle a donc utilisé un style qu'on a qualifié au départ de non-style. Annie Ernaux, non, elle n'écrit pas, on dirait, l'écriture de carte postale qu'on envoie quand on est en 5e et qu'on parle de ses vacances. Et pourtant, c'était volontaire. Elle est allée vers une simplification. Et ensuite, en italique, elle donnait à entendre la voix de ses parents, la voix du peuple. Mais vous allez me dire, mais attendez, en littérature, Proust aussi faisait résonner la voix du peuple, Maupassant aussi. Mais quand Proust le faisait, c'était sa bonne. Et elle le dit, Proust faisait parler sa bonne, moi je fais parler ma mère. Ça change tout. Puisque Proust, lorsqu'il donne à entendre une voix, c'est avec le folklore, regardez comme il parle, une forme de connivence avec le lecteur bourgeois. C'est ce que dit Annie Ernaux. Alors que elle, lorsqu'elle fait parler sa mère, c'est pour faire résonner une voix, pour faire exister une voix, pour changer le code de la littérature, pour dire attention, cette voix-là aussi a droit de citer en littérature. Et on arrive justement à la littérature. Pas la littérature telle que vous l'entendez, uniquement avec des classiques, mais la littérature comme façon de penser la langue autrement et de penser la langue dans son rapport à trois choses, à l'intraduisible, à l'impossibilité et au palimpseste. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous explique. En 2021, la langue qui domine, on va me dire c'est l'anglais, mais ce n'est pas vraiment l'anglais, parce que l'anglais est vraiment une langue. La langue qui domine, c'est le globish, le global English. Et comme le dit très bien Barbara Cassin, l'académicienne et philosophe, le globish pose un problème, non pas ce n'est pas son existence qui pose un problème, mais si le globish remplace toutes les langues, on perd quelque chose de très humain. On perd l'intraduisible. Je m'explique. Avec le globish, le but est de communiquer, de passer une information, tout simplement, comme si les mots étaient des étiquettes sur les choses. Alors qu'une langue, dans une langue, on passe bien plus que ça. Il y a la culture, bien sûr, mais il y a aussi cette part d'intraduisible. Pourquoi vous vous disputez, vous parlez la même langue et vous allez vous disputer avec votre copine, avec votre enfant, pour un malentendu? Dans le Global English, le malentendu serait une erreur à éliminer. Mais dans notre langue humaine, le malentendu dit tout de nous. Si vous vous disputez avec votre copine parce qu'elle vous a dit « tu n'es pas un homme » et que vous, le mot « homme », c'est vraiment ce que vous voulez être par-dessus tout, parce que c'est une histoire familiale, vous voyez bien que les mots se creusent d'autre chose. Et ça, c'est l'image du palimpseste dont parle Genette. Genette parlait des parchemins où il y avait un texte. Ce texte avait été effacé, on réécrivait dessus. Et donc, à un moment, il y avait votre propre écriture, mais en creux, une autre écriture. C'est le palimpseste. Et la langue vivante, notre langue profondément humaine, est toujours comme ça. Lorsque j'utilise des mots, lorsque vous entendez ces mots, ils se creusent d'autres choses, de connotations, de souvenirs, de mythologie. Le mot n'est pas seul, le mot n'est pas une étiquette. Et je vais finir sur cette idée. Accepter l'impossibilité dans la langue, l'intraduisible dans la langue, le palimpseste dans la langue, c'est ça, disrupter, changer les codes. Puisque, en faisant cela, vous donnez accès à votre sujet véritable. Vous vous arrêtez et vous vous dites « j'ai envie de parler avec justesse ». Moi, ma métaphore, la métaphore que j'aimerais rajouter au monde, c'est la métaphore de l'ornithorynque, par exemple. À la question des enfants issus de l'immigration ou première génération, non, aucun ne me convient.
Mais la métaphore de l'ornithorynque me convient. Je l'ai inventée. Je dis, je suis un ornithorynque. Voilà. Pourquoi l'ornithorynque? Parce que l'ornithorynque pond des œufs et allaite ses petits. On a l'habitude de mettre d'un côté les animaux qui pondent des œufs et de l'autre côté des animaux qui allaitent leurs petits. 2 classifications binaires. C'est tout. L'ornithorynque arrive et par son existence même, il remet en cause les classifications. J'ai l'impression que ma métaphore de l'ornithorynque peut vous parler lorsqu'on vous demande de choisir et que vous trouvez que c'est un peu binaire. Je suis un ornithorynque. Et pour conclure, toute cette prestation, tout ce TEDx, mon TEDx, est dédié à un homme, à 2, à 3 même. Le premier, c'est Alain Rey. Alain Rey qui nous a quittés récemment et qui nous a laissé le dictionnaire étymologique de la langue française. Formidable moyen de s'arrêter sur les mots. Le deuxième, mon père, vous allez me dire, elle vient de faire un plaidoyer pour la littérature et les mots et elle vient dire son père, ouvrier d'usine, marocain. Pourtant, mon père parlait par métaphore, parlait par formule. Et je le remercie parce qu'il faisait danser la langue. Et enfin, le dernier, ce sont les professeurs, les psys, tous ces passants qui vont vous demander, ou même une personne sans abri qui va vous sortir une citation, qui va inventer une métaphore, et cette métaphore va vous pousser à vous interroger sur votre propre langue. Et comme nous avons commencé avec lui, nous pouvons finir avec lui. On est bien sous son aile, l'aile d'Albert Camus. Dans L'Homme révolté, en 1955, il dit ceci. « La logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. » Cette citation de Camus qui date de 1955 est encore valable. Les vrais classiques sont nos contemporains. Et effectivement, changer le code, c'est s'efforcer au langage clair. Merci.